Chapitre 74. Des questions légitimes, suite. La mesure du temps géologique, grâce à la désintégration d'un isotope radioactif, fut pour l'essentiel le travail d'Arthur Holmes, un autre pratiquant du credo de Lyell. Monsieur Holmes confirma les thèses de Lyell en attribuant aux formations, où les signes d'une vie élaborée n'avaient pas été découverts, des âges de 3 milliards à 6 millions d'années. Le dernier rayon de son échelle de temps, le Phanérozoïque, s'étendait de 600 millions d'années à notre ère. Holmes confirma dans cet intervalle l'évolution entre guillemets observée dans l'échelle stratigraphique de Lyell. Cependant, le docteur Van Osterwich-Gastusch souligne que l'échelle géochronologique de Holmes est non seulement fort confuse, mais que de surcroît, les datations de son échelle phanérozoïque sont des plus discutables, comme on l'a constaté à de multiples reprises et pour la première fois lors d'une réunion tenue l'année même de sa mort. On lui reprocha à l'époque de s'appuyer sur un nombre trop restreint de données, contestables pour la plupart. Plus tard, York et Farquhar, déconcertés par la profusion d'âges anormaux et réclamant davantage de données, écriront ironiquement à propos de l'échelle d'Holmes: ces deux présupposés nécessaires, localisation stratigraphique précise et datation radiométrique fiable, donnent l'impression de s'exclure mutuellement. On aboutit presque à un principe d'incertitude géologique. Le détail le plus étrange demeure tout de même le fait que les déterminations isotopiques qui confirment les centaines de millions d'années qui auraient rendu possible l'improbable diversification de la vie n'ont jamais été pratiquées sur aucun fossile, ni sur aucune des strates dans lesquelles ces fossiles sont enfouis, les roches sédimentaires, ne se prêtant pas à la radiodatation. Ce qui prête à sourire, bien qu'il faille préciser qu'il y a tout de même eu des datations et que le matériau daté fut, généralement, une coulée de lave recouvrant ces couches fossilifères. Autre fait déconcertant, et non des moindres, Holmes, pour confirmer l'échelle stratigraphique de Lyell, a sélectionné des valeurs parmi les résultats de ses échantillonnages. En effet, il ne garda que les best values, c'est-à-dire celles qui correspondaient à ses attentes quant aux valeurs qui s'écartaient du schéma préétabli. Elles étaient rejetées comme valeurs anormales ou aberrantes, ce qui, au niveau de l'exigence des méthodologies scientifiques, laisse perplexe. Le docteur Van Osterwich-Gastusch souligna d'ailleurs le caractère hypothétique d'un tel bricolage, faisant remarquer qu'il n'était valide que si la théorie de Lyell s'avérait exacte. Trois autres chercheurs qui étudiaient le rift oriental africain ont remarqué que les phénomènes de désintégration radioactive ne se produisent pas de manière linéaire, car des phénomènes physiques, comme des changements de température, ou aussi des phénomènes chimiques, comme la présence de solutions, influent sur cette désintégration qui sert à fournir des âges. Ils constatent des résultats de datation étranges, pour ne pas dire peu fiables. Et les exemples de chercheurs qui font le même constat sont nombreux. Pourtant, remettent-ils en cause le paradigme évolutionniste? Non. Car la théorie de l'évolution est la seule explication scientifique permettant de comprendre la diversité actuelle et passée des êtres vivants, mais aussi l'unité du monde vivant, comme le prétend la Fondation La main à la pâte. Explication scientifique? Vraiment? Alors, où est passée l'objectivité scientifique dont se réclament tous ces chercheurs? Et la rigueur dans la méthode? Comment peut-on parler de résultats scientifiques quand on utilise des méthodes de mesure empiriques? La science ne représente-t-elle pas une norme d'exigence qui ne laisse pas de place au subjectif? Et n'est-ce pas ce degré d'exigence qui permet de comprendre la vérité des choses? Selon la Fondation, la théorie de l'évolution appartient au langage des sciences et, effectivement, elle utilise le langage des sciences, mais pour mystifier et non pour éclairer. Elle n'a pas de base solide. Et si la Fondation souligne que certains points font l'objet de discussions entre les chercheurs,
c'est pour nous laisser entendre qu'il s'agit de querelles de spécialistes, qui ne seraient pas d'accord sur des dates ou sur des détails de la classification. Or, c'est tout le socle de la théorie qui doit être remis en cause. Les durées des périodes géologiques, les méthodes de datation, la compréhension des phénomènes de sédimentation, la mutation interspécifique. Rien n'est fondé sur des preuves scientifiques. Tout ce système repose sur des spéculations philosophiques. Et le pire, c'est que ces prédicateurs osent affirmer que les opposants à la théorie de l'évolution ne présentent pas des arguments scientifiques, alors qu'eux-mêmes, à bien y regarder, ne présentent pas d'arguments scientifiques stricto sensu, c'est-à-dire qui seraient conformes aux exigences d'objectivité, de méthode et de précision de la science. Mais il est vrai que pour les hommes de la Fondation, qui se définit comme un laboratoire d'idées et de pratiques innovantes cherchant à améliorer la qualité de l'enseignement des sciences à l'école et au collège, la théorie de l'évolution appartient au domaine scientifique parce qu'elle ne fait appel à aucun créateur ou force surnaturelle, une condition nécessaire pour qu'une théorie soit scientifique. Donc, si elle remplit cette condition et qu'elle utilise le langage des sciences, alors, malheureusement pour eux, ils sont un peu comme les hérésiarques, qui utilisent le langage de la religion, qui ont l'air de mener une vie religieuse, pratiquent les saintes écritures et condamnent l'Église et ses enseignements avec une assurance qui montre qui est leur maître. Malgré les apparences, il n'en demeure pas moins des escrocs qui n'ont rien à voir avec la vérité. Il suffit de creuser un peu pour s'en rendre compte, comme le montre si bien le docteur Van Osterwis-Gastusch. Confronté chaque fois à des ensembles de faits contraignants qui infirment la théorie tranquille qui sert de toile de fond à l'évolution du vivant, les paléontologistes et sédimentologistes se raccrochent désespérément aux données des géochronologistes qui ont apporté, pense-t-il, la preuve incontestable de la réalité des phénomènes très lents décrits par Lamarck et Darwin. Cependant, la réponse des géochronologistes sur la fiabilité de leurs dates était aussi subjective et spéculative, tout reposant sur les échelles de Lyell et de Holmes, bâties elles-mêmes sur des conceptions subjectives. Et nous sommes en droit de poser avec elles la question. L'histoire naturelle doit-elle procéder de spéculations subjectives toutes fondées non sur la science, mais sur une seule croyance ferme, celle de Lyell, en finir avec Moïse?